équipes de Téhéran. Taverny, c'est cette base aérienne installée 80 mètres sous terre dans une ancienne carrière de gypse à 30 km au nord de Paris. 10 km de galeries relient entre eux les différents centres d'opération. Placé sous l'autorité du Premier ministre, le centre des opérations aériennes est chargé de la protection du ciel français. Toutes les informations aéronautiques et tout ce que voient les radars et satellites français arrivent ici en temps réel. Chaque vol est un numéro qui s'affiche sur l'écran. Le rôle de ces hommes est de détecter l'intrus parmi les 10 000 aéronefs qui quotidiennement survolent l'Hexagone, avec parfois 1000 avions au même moment. C'est d'ici, en cas de nécessité, que partirait l'ordre d'abattre un avion en vol. Pour le 14 juillet, le dispositif de sûreté aérienne a été renforcé par des guetteurs à vue au sol et en vol, des batteries crotales et des moyens d'interception, hélicoptères armés et avions de chasse. Si un avion essayait de se faufiler, il serait détecté par nos guetteurs et intercepté par nos avions. Comme pour le sommet d'Évian, une bulle de protection est mise en place. Un avion qui approcherait la zone interdite serait sans doute détecté par les radars au sol, mais plus certainement par l'AWACS. À ce moment-là, les opérateurs radars alertent Taverny, qui traite le problème en direct en adoptant immédiatement les mesures nécessaires. Décollage de la permanence opérationnelle de Tours, reconnaissance à distance sur l'appareil classé douteux. L'alerte est donnée à l'une des 6 permanences opérationnelles réparties sur tout le territoire. Depuis le 11 septembre 2001, en France, 12 avions armés sont prêts à décoller en quelques minutes. Le pilote court à son avion pour être en l'air le plus rapidement possible. Il ne connaît pas encore la nature de sa mission. Elle lui sera communiquée aussitôt après le décollage. La mise en route s'effectue directement dans le hangar, situé à une centaine de mètres du bout de la piste. Raglan X-ray, prenez un cap 060, objectif stable sur une route 230. Reçu, mesure activée de sécurité aérienne. Bogey 050, 13 nautiques. Autorisé à vous rapprocher, maintenez distance de sécurité. Je me rapproche. Attention, Raglan X-ray, rappelez Tali. Tali. Le chasseur prend en charge l'avion en attendant l'arrivée d'un hélicoptère qui, avec une vitesse mieux adaptée, prendra la relève. Vous prenez un cap 060, objectif stable sur une route 230. À bord, 2 tireurs d'élite prêts à ouvrir le feu. En l'absence de réponse radio et à l'aide de signes conventionnels ou de panneaux, l'avion est invité à quitter la zone, puis à suivre l'hélicoptère qui va l'escorter et l'obliger à se poser sur la base aérienne la plus proche. À l'arrivée, un comité d'accueil. Les commandos de l'air prennent en charge l'avion et la gendarmerie de l'air procède aux vérifications. Le centre de conduite des opérations aériennes est aussi chargé d'organiser le défilé aérien du 14 juillet. Pour l'occasion, une partie des écrans de Taverny est déportée place de l'Étoile. Et du sommet de l'Arc de Triomphe, le général Bachelard dirige et contrôle le passage des avions sur Paris. Et ce n'est pas évident. La principale difficulté est de faire passer sur les Champs-Élysées, à 20 secondes les uns des autres, des groupes d'avions différents qui ne volent pas à la même vitesse. Pour le défilé aérien, les appareils décollent de leurs bases respectives et cette année, c'est une centaine d'aéronefs qui convergera par petits groupes vers la région parisienne. Ils seront répartis dans une douzaine de circuits d'attente créés pour la circonstance au nord-ouest de Paris, soit une surface équivalente à 2 départements. Dans les circuits les plus proches, les hélicoptères et les avions lents, puis plus loin, vers Évreux, les chasseurs. Le problème ensuite, c'est bien entendu de coordonner l'ensemble de ces appareils, que chacun soit au bon endroit et au bon moment, en permanence, jusqu'au survol des Champs-Élysées. C'est bon aussi. Côté pilote, une préparation importante et rigoureuse est nécessaire. Il faut analyser toute la documentation, tracer les cartes et vérifier tous les points de report prévus en fonction de la météorologie. Tout ceci se fait dans le calme, mais tout de même avec une certaine fébrilité. C'est quelque chose qu'on n'a jamais l'occasion de faire, donc c'est pour nous un grand moment. Ça se fait assez rarement dans sa vie. Et comme le défilé à pied du 14 juillet, ça marque tous les militaires. Défiler au-dessus de Paris en avion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors
C'est un grand événement qu'on attend tous avec impatience, avec un peu de nervosité bien sûr, mais avec beaucoup d'impatience. Au top, moins 10 minutes données par le général Bachelard, Christophe Giraud calculera des branches de navigation qui permettront d'amener la patrouille à la seconde près, à la verticale de l'Arc de Triomphe. Il est à peu près... Prêts pour le grand saut, ces commandos paras de l'armée de l'air ont été briefés quelques minutes avant le décollage. Des heurts violents ont été constatés dans cette zone du territoire. L'équipe Alpha, vous serez aérolargué 20 km au sud de l'objectif. Notre mission consiste à sécuriser la zone aéroportuaire de façon à permettre l'arrivée d'une force d'interposition et des moyens sanitaires. En opération, pas de repères phosphorescents. Ils auraient sauté en pleine obscurité. Pour le reste, cet exercice est très proche des missions réelles de ces commandos parachutistes. Envoyés en éclaireur, ils ont passé la nuit cachés dans les fourrés où ils ont dissimulé leur voile. Au petit matin, ils progressent vers leur objectif, la prise de contrôle d'un aéroport. En ligne de mire, ce soldat ennemi et le PC qu'il protège. À l'intérieur, des employés de l'aéroport seraient retenus en otage. L'homme qui monte la garde est neutralisé, comme disent les militaires. La voie est libre pour cette unité spécialement entraînée pour intervenir dans des locaux stratégiques. Sa mission, prendre le contrôle des lieux, désarmer l'ennemi en détériorant le moins possible le matériel. Ces entraînements permettent de tester l'aptitude des nouvelles recrues au combat. Voilà, c'est tout. On s'arrête là. La pièce est sous protection. Un jeune qui est recruté à l'unité n'est pas prêt à voir et à enregistrer toute la violence qu'il va devoir affronter un jour ou l'autre. Et pour l'affronter, eh bien, on le met dans des configurations plus réalistes, de plus en plus réalistes, avec une graduation naturellement, pour qu'il soit prêt le jour où il sera engagé à affronter ses propres peurs. Commando de l'air depuis 13 ans, ce chef de groupe a appris à maîtriser ses peurs. Suite de l'exercice avec un largage de jour. À quoi on pense à quelques minutes là, de sauter quand on est dans le transal? Eh ben, bien réussir sa précision d'atterrissage au sol. Amener tous les équipiers sains et saufs sur la zone prévue. Le stress il augmente un peu, hein. Pulsation cardiaque, tout ça, mais ça rythme le saut en fait, quoi. On a intégré ça. Il y a quand même une part de routine quand même. Ça demande une grosse concentration? Oui, on débranche beaucoup d'influx nerveux et on est vraiment libéré une fois qu'on est posé au sol et que ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui vous plaît dans les missions du commando? Le terrain avant tout, pas l'informatique c'est sûr. Les différents séjours, missions, exercices à l'étranger, permet de côtoyer beaucoup de choses que même à titre civil en fait on ne pourrait pas faire, des endroits où on ne pourrait pas aller tout simplement. Il faut désormais sécuriser les abords de la zone aéroportuaire. Éliminer les dernières poches de résistance et s'assurer qu'un avion de transport tactique pourra se poser ici sans encombre. À quelques minutes d'intervalle, ce transal effectue 2 posées d'assaut. À bord, les véhicules et les hommes qui assureront désormais la sécurité de ce terrain nouvellement conquis. Sécuriser les bases aériennes françaises sur le territoire national et dans 15 pays étrangers, c'est la principale mission des 5000 fusiliers commandos de l'air, parmi eux 700 commandos parachutistes. La dernière opération extérieure en date,
les a vus s'envoler pour l'Afrique le mois dernier. Vous les avez présents aujourd'hui particulièrement dans une mission qui nous préoccupe beaucoup, celle de la République démocratique du Congo, où nous avons installé une base de l'armée de l'air, relais à Entebbe, avec un groupement d'avions de transport et un dispositif avancé sur le terrain de Bunia. Voilà un exemple parmi d'autres, si vous voulez, dans lesquels les commandos sont engagés à hauteur de 130 personnes par l'armée de l'air aujourd'hui. Fin de l'exercice. Pour appuyer les troupes au sol, des Mirage 2000. Laser on. 9, 8, 7. L'un d'eux est touché par un tir ennemi. Son équipage doit s'éjecter. Les commandos parachutistes de l'air entrent en action. Nom de code de l'opération, RESCO, recherche et sauvetage au combat. Blessé à la jambe, le pilote les attend. L'opération se déroule en zone ennemie. Les 6 commandos ne resteront pas plus de 5 minutes au sol. Surveillons, attention, on fait dans le cargo. Rescapé lui aussi, le navigateur du Mirage 2000 sera récupéré quelques minutes plus tard. Pour rejoindre les 5000 fusiliers commandos de l'air et faire un jour partie de leur élite, les commandos parachutistes de l'air, il faut aimer voler, sauter, bouger. Chaque année, 2000 d'entre eux sont envoyés en opérations extérieures. Alors nous nous retrouvons. Habituellement, ces soldats n'opèrent que de nuit, le plus discrètement possible. Personne n'est censé les voir. L'ennemi ne doit en aucune manière supposer que quelqu'un les observe et quelqu'un renseigne sur leurs activités. Leur mission, cette fois, observer un poste de commandement dans le camp adverse sans être repérés. Dans un premier temps, nous allons nous infiltrer jusqu'à ce qu'on appelle une zone mission. Ensuite, on ira se mettre en place plus proche du poste de commandement, de manière à pouvoir avoir des vues sur cet objectif et à pouvoir donc préciser ce renseignement, le nombre de véhicules que compose ce poste de commandement, le nombre de personnels, s'ils sont armés ou pas, quelle est leur attitude vis-à-vis de la population locale, etc., etc. Ces hommes sont des hussards, des spécialistes du renseignement et des opérations clandestines. Leur terrain d'action, c'est derrière les lignes ennemies, dans les zones les plus sensibles. À l'approche de l'objectif, mieux vaut continuer à pied. On se fait de plus en plus discret et on essaye d'aborder l'objectif de manière très très furtive, de manière à ce que si jamais l'objectif est tenu, eh bien, on soit en mesure de s'exfiltrer sans avoir été repéré. L'infiltration peut durer des heures. La progression est lente. L'objectif n'est plus très loin. Ok, ils sont là. On a des vues sur le poste de commandement. Donc apparemment, il est constitué d'un camion et de 2 jeeps. Donc on va installer le poste d'observation ici. Le poste d'observation, c'est cette cache sommaire au milieu des feuillages, invisible de l'extérieur. De là, ces hussards filment et photographient l'activité ennemie. Je suis en train d'observer l'objectif à l'aide de ma caméra. Et je transmets le renseignement vers ma base trans, qui elle-même le retransmettra vers notre employeur. On dispose de postes radio qui font de l'évasion de fréquence, de manière à ne pas être capté par l'ennemi. Et donc c'est la transmission de données. Je ne parle pas à la radio, mais j'envoie que des textes. Frappes aériennes, attaques terrestres, c'est maintenant à l'état-major de décider de la suite des opérations. Et s'il faut s'engager plus profondément dans des zones moins accessibles, il y a d'autres moyens. Bon, l'intérêt de la moto, c'est qu'elle va être plus discrète et on va passer dans des terrains beaucoup plus difficiles où le VBL ne peut pas accéder. En sous-régime, dans les bois, une fois qu'on arrive sur la personne ou sur l'objectif, on ne se fait pas détecter. Ne jamais se faire détecter, sur terre comme sur l'eau.
plongeurs de combat, patrouille en kayak, hors bord. Dans les guerres modernes, ces soldats doivent pouvoir s'adapter à tous les terrains. Les moyens nautiques, c'est particulièrement intéressant parce qu'on peut utiliser ces moyens en infiltration notamment, par voie aquatique, dans tout ce qui est zone urbaine et périurbaine. Parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup d'agglomérations sont coupées par des rivières et infiltrer des gens à la palme ou en kayak, c'est très intéressant pour recueillir le renseignement sur un objectif qui est situé près de la ville. Observer, cela veut dire aussi écouter, c'est la mission de ces soldats. À l'aide de ces antennes, ils interceptent les fréquences, les localisent pour tenter de savoir ce qui se passe en territoire ennemi. On appelle cela le renseignement tactique. Il s'agit aussi de recueillir des informations sur l'environnement, sur la population. Ça peut être quelque chose de moins palpable comme un état d'esprit ou des intentions. Nous sommes les yeux et les oreilles du commandant de la force d'action terrestre. Et quand les données doivent être plus précises, ces unités peuvent s'infiltrer elles aussi. Bardés d'électronique, ces hommes traquent l'ennemi à distance et tentent de repérer ses positions. Tir de localisation sur 333.165 MHz. C'est l'antennaire qui permet de calculer l'angle d'arrivée des ondes, donc tout simplement de nous donner la direction dans laquelle se trouve la personne qui est en train de parler, que nous sommes en train d'écouter. La guerre électronique, c'est un appui à la force, au même titre que l'artillerie. Donc le champ d'action de la guerre électronique, en fait, ce sont les systèmes d'information et de communication adverses. Et on agit en fait sur ces communications à des fins de renseignement. Dans sa quête de renseignement, le commandant des forces terrestres peut aussi compter sur ses escadrilles héliportées. Rapides, autonomes, sur des centaines de kilomètres, ces appareils des gazelles Viviane permettent de s'infiltrer et de progresser loin, très loin derrière les lignes ennemies. Une progression qui se fait à 30 mètres au-dessus du sol, jamais plus haut. On vole en très basse altitude, on pratique le vol tactique pour passer en dessous des vues de l'ennemi. Et comme on peut voir depuis le début de l'évolution, on se sert du terrain, et on se sert des compartiments de terrain pour évoluer en toute discrétion. Et pour déjouer les radars, ils maintiennent leur cap malgré tous les obstacles. Ces équipages sont pratiquement les seuls au monde à réaliser de telles manœuvres, passer sous les lignes à haute tension. La nuit, équipés de jumelles de vision nocturne, ces pilotes rendent leur machine quasiment invisible. Il s'agit pour nous de rester absolument dans ce qu'on appelle le clutter, le fouillis électromagnétique infrarouge, qui est le rayonnement de la Terre entre 0 et 30 mètres sol, qui est une hauteur sol où on arrive nous à se mêler complètement à la végétation, où les radars ont beaucoup de mal à nous détecter, et où même les observateurs humains ont beaucoup de mal à venir nous chercher. Ce soir encore, personne ne les aura repérés malgré un long survol en territoire ennemi. La discrétion, la furtivité, voilà les armes de ces soldats. Le renseignement, une guerre que l'on ne voit jamais.